Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que vous avez vu, là, ça a été que des schémas, que des explications un peu avec les mains. Mais si on veut aller plus loin, on parle de... Parce que tout ça se met en équation, tout ça se prévoit, tout ça se modélise. Et quelque part, hein, quand on est scientifique et dans le domaine de l'optique, on doit absolument aussi... il y a l'expérience et puis il y a la théorie qui va avec. Et c'est vraiment un tout. Hein. L'optique, c'est une science expérimentale et qui a besoin de l'outil mathématique quasiment en permanence. Alors, une onde électromagnétique, en fait, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Il y a notamment un champ électrique que l'on décrit de la manière suivante. Alors, j'imagine que ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Et puis, derrière, il y a souvent un cosinus. Et dans ce cosinus, il y a à la fois l'espace et le temps. Donc, l'espace à travers la coordonnée Z et le temps avec T. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez un cosinus oméga T moins kz, en fonction du temps, vous voyez que j'ai une représentation ici, elle est en fonction de Z, c'est-à-dire qu'elle est à un instant donné. Si je fais la même représentation un instant d'après, la sinusoïde, elle a avancé. D'accord ? Donc, c'est parce que j'ai dans mon cosinus du oméga t moins kz que j'ai une onde progressive. Et la lumière, c'est une onde progressive. C'est quelque chose qui se propage et qui transporte de l'énergie. Avec ici la fréquence angulaire et ici le vecteur d'onde qu'on relie à la longueur d'onde, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi je mets ça? Parce que maintenant, si on va un petit peu plus loin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les détecteurs de lumière, et tous les détecteurs de lumière, ne sont sensibles qu'à l'intensité lumineuse. C'est-à-dire, ah oui, je n'ai pas dit que ça s'appelait l'amplitude, et ça s'appelait la phase. Ce qu'il y a dans l'argument du cosinus, c'est ce qu'on appelle la phase. Or, les détecteurs de lumière ne voient pas la phase. Aucun détecteur de lumière ne voit la phase en optique directement. Un détecteur de lumière mesure A au carré, c'est tout. Donc un détecteur de lumière perd de l'information. La pellicule photo-argentique ne voit que l'intensité, l'œil ne voit que l'intensité, le capteur CCD ne voit que l'intensité. Donc si on veut restituer une onde dans sa globalité, comme pour l'holographie, d'ailleurs, c'est peut-être noté, j'ai oublié de le dire, holographie. Holo, ça veut dire tout. Graphie, c'est le fait d'enregistrer. L'holographie enregistre toute l'onde qui vient d'un objet. Mais un détecteur de lumière n'enregistre que l'intensité. C'est pour ça que finalement, on est un petit peu embêté. Et comment on arrive finalement à enregistrer la phase? Eh bien justement, en faisant des interférences. Hein. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'interférences. Pour faire l'holographie, c'est parce qu'on a avoir accès à la phase. Alors, comment la phase? Finalement, quand vous avez deux ondes et que vous les superposez, vous avez la somme des deux ondes. Et cette somme, elle va beaucoup dépendre de la phase relative entre les deux ondes. Vous voyez que si les deux ondes sont en phase, la somme des deux ici, ça s'additionne, c'est bien. Ça donne une sinusoïde qui a une amplitude 2 fois plus importante. Par contre, si les deux ondes sont en opposition de phase, eh là, vous n'avez pas de lumière, en fait. Vous avez annulation des deux ondes. Et donc, quand on superpose deux ondes, on a une figure d'interférence avec des maxima et des minima d'intensité qui dépendent de la phase relative entre les deux ondes. Or, cette phase dépend de la distance parcourue entre les deux ondes. C'est pour ça que, grâce à l'holographie, au fait qu'on fait des interférences, eh bien, on a accès à la distance et au relief de l'objet. Parce que, indirectement, ce relief est contenu dans la phase de l'onde qui revient de l'objet vers la plaque. OK? Donc, tout ça, c'est un petit peu des équations. Donc, maintenant, quand vous faites des exercices avec vos profs de physique et vous faites interférer deux ondes planes, vous voyez des franges qui sont rectilignes d'égales épaisseurs. Si vous faites interférer des ondes sphériques
avec une onde plane ou deux ondes sphériques, vous avez des anneaux. Maintenant, si vous faites interférer une onde plane avec l'onde qui vient d'un objet, bah, vous avez un truc plus complexe. Et justement, ce plus complexe prend en compte tout le relief et toutes les différences qu'il y a sur l'onde objet. Donc ça, c'est l'enregistrement. On a enregistré une figure d'interférence et grâce aux interférences, on a l'accès à la phase, chose que l'on n'a pas habituellement lorsqu'on prend une photo ou lorsque notre œil voit, par exemple. La diffraction. Alors la diffraction, en optique, c'est un petit peu... disons que ça vient un petit peu plus tard dans un programme d'optique. Et on le voit peut-être un petit peu moins. La diffraction, c'est la faculté d'une onde à traverser des objets souvent de petite taille. Alors, par exemple, là, si je prends une source de lumière, j'éclaire un objet percé d'un trou. Bon. Et je regarde sur un écran l'ombre projetée. D'accord ? Est-ce que je vois ça ? Bah, en fait, non. Hein. En tout cas, quand on fait ça avec un petit trou, avec un laser par exemple, et même avec une source de lumière, si on va voir un petit peu les détails sur les bords du trou, c'est pas ce qu'on verra. Ok ? Ce qu'on voit, donc si on fait les choses un peu plus proprement, comme je vous dis, avec un laser, ce qu'on voit, c'est... Alors, on voit peut-être pas très bien ici, mais en fait, il n'y a pas qu'une tache ici, il y a des anneaux. On les devine un petit peu ? Hein? Si on le fait avec quelque chose de carré, ce n'est pas des anneaux, on a cette forme-là. Hein? Ça, la diffraction. C'est le fait que quand on fait passer la lumière à travers un objet, eh bien derrière, on n'a pas l'ombre projetée de l'objet, on a quelque chose qui est plus complexe. Bon. Et donc, pour bien observer ça, il faut que l'élément diffractant soit petit par rapport à la taille, par rapport à la distance à laquelle il se trouve de la source lumineuse. Si vous mettez deux trous, vous avez ça. En fait, là, on retrouve, c'est un mélange de diffraction et d'interférence, puisque ça, c'est l'expérience des trous de Young. Si vous mettez une grille, vous avez quelque chose de plus complexe. À la limite, on peut mettre quelque chose ici de plus complexe et obtenir ce qu'on veut derrière. Là, j'ai pris une grille, ça donne cette figure-là. Imaginez que je fasse exprès de mettre un truc qui, lorsque la lumière se diffracte, donne ça. Et oui, c'est possible. On peut très bien calculer la figure qu'il faut mettre ici pour que j'ai la répartition choisie de lumière. En fait, ça existe. Ça s'appelle des éléments optiques diffractifs. Et on peut créer, avec une petite structure très fine, très petite, sur un matériau transparent, donc quelque chose qui, lorsqu'on le regarde, ne nous dit rien à nous, n'empêche que quand la lumière va se diffracter à travers, ça peut donner une tâche parfaitement homogène, ça peut donner ça peut donner des choses plus complexes. À une échelle très très petite, une figure qui, lorsque la lumière va se diffracter à travers, ça nous donnera la forme voulue pour la lumière. D'accord ? Bon, vous avez peut-être un petit peu... Vous voyez ce qu'il y a derrière ? C'est notre plaque holographique, c'est quoi? C'est finalement, on a enregistré une figure d'interférence qui est très complexe. Et ensuite, on va l'éclairer par de la lumière. La lumière va donc soit la traverser, soit se réfléchir. Là, il y a une petite subtilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la lumière, en l'occurrence, va se réfléchir dessus et donc va se diffracter dessus. Et la façon dont la lumière va s'organiser par réflexion dépend de la structure fine qu'il y a sur la plaque. Or, cette structure fine, elle contient tout le relief de l'objet, elle contient l'information sur l'objet. Et c'est exactement cette structure qu'il faut pour que la lumière qui est émise de la plaque, ensuite, ait les mêmes propriétés rigoureusement que celles de l'objet. Ok ? Et ça se montre très bien avec des équations, mais là, je n'irai pas jusque-là ce soir. Donc l'holographie, on a quelque part, c'est la plaque qui a cette structure fine, qui est exactement celle qu'il faut, puisqu'elle a été, c'est une figure d'interférence
enregistrés qui viennent d'un objet. Et lorsqu'on rééclaire ce faisceau, eh bien, oui, je croyais que j'avais des yeux qui apparaissaient pour qu'on montre que... Mais non, j'ai pas d'yeux. Enfin, vous avez compris. Quand on rééclaire la plaque, eh bien, on revoit l'objet. OK? Ça marche? Donc là, vous voyez, c'était pas que avec les mains, on a fait appel à des notions d'optique, qui sont des notions d'optique assez classiques, hein, que nous, on aborde, par exemple, à l'ENSAT dès la première année. Les interférences, la diffraction, c'est des choses d'optique assez simples. L'holographie, c'est de l'optique relativement classique, relativement simple. Alors, y a-t-il des contraintes en holographie? Ah ben justement, ça tombe bien. Ça fait un peu comme si c'était préparé, mais non. Alors, il faut... j'avais oublié que j'avais ça, sinon j'aurais tout de suite... j'aurais mis. Donc la lumière naturelle, quelques micromètres. Le laser, ça peut même avoir une cohérence de plusieurs kilomètres. Hein. En fait, là, ce que vous voyez, c'est la sinusoïde de tout à l'heure, avec une lumière naturelle, blanche. Cette sinusoïde n'est maintenue sans discontinuité que sur une longueur ou un temps très court. Alors qu'avec un laser, cette sinusoïde peut être maintenue sans discontinuité sur un temps beaucoup plus long. Donc il faut ça pour faire de l'holographie. Donc première contrainte, une source de lumière cohérente, donc le laser. Alors, il faut développer. Donc là, je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus parce que je m'aperçois que le temps tourne. Donc j'ai déjà un petit peu parlé du procédé holographique, enfin de développement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ah oui, quelque chose de très important. Une figure d'interférence, c'est une structure avec des maxima et des minima d'intensité. C'est un peu complexe parce que c'est quelque part, ça représente un peu les interférences d'une onde qui vient d'un objet. N'empêche que cette structure, son échelle, c'est la longueur d'onde. La précision de cette figure d'interférence, c'est la longueur d'onde. Alors avec un laser rouge, on a des longueurs d'onde de 650 nanomètres pour le pointeur, 633 nanomètres pour l'hélium-néon. C'est-à-dire que cette structure, elle est à l'échelle, enfin elle est en dessous le micron. D'accord ? Il ne faut pas que l'objet bouge pendant le temps de pause de l'hologramme. Il ne faut pas que l'objet bouge de plus de la longueur d'onde, sinon un maximum va devenir un minimum, et un minimum un maximum, et puis finalement, la figure d'interférence, elle sera grise. D'accord ? Si tout se décale. Et donc, ça veut dire que pendant le temps de pause qui est de 2 secondes, comme je vous ai dit, il ne faut pas que l'objet bouge de plus d'un micron. Alors, pourquoi il bougerait? Si un objet, ce n'est pas un être vivant. Oui, mais vous posez un truc sur une table, vous faites ça, et il a bougé de bien plus d'un micron. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on fait un hologramme, eh bien, nous, on travaille sur des tables optiques bien lourdes, avec des suspensions, c'est pas le terme, je ne me rappelle plus, des amortisseurs, voilà, mais c'est pas le terme non plus, je ne sais plus comment on dit. Bref, en tout cas, c'est bien isolé des vibrations, ces tables-là. Ok? Voilà, c'est des tables anti-vibration, peut-être tout simplement.